Vous avez été, alors donc en Belgique, vous avez été ministre wallonne de la Santé, Oui. c'est pas rien, et des Affaires sociales. Donc c'est un sujet donc, qui a dû agiter effectivement votre ministère pendant que vous y Oui, étiez, et vous allez nous en parler. Vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup milité pour l'égalité homme-femme, à la fois d'un point de vue, j'allais dire, au niveau de l'État, mais aussi dans votre commune, puisque vous êtes aussi présidente du Centre d'action laïque de votre commune, et membre aussi, je n'arrive plus à me relire, du Parti socialiste belge. Ça Oui. existe aussi, ça. Oui, et il Voilà. va très bien, D'accord, merci. contrairement à son voisin. Ah, il y a tout le monde. Voilà, bon. Pour une fois qu'on va prendre exemple sur les Belges. Donc, voilà. Vous compléterez peut-être votre portrait tout à l'heure si vous jugez que c'est nécessaire. Et donc, à ma droite, le professeur Roland Buchat. Bonjour, professeur. Alors, vous êtes un éminent cancérologue, professeur émérite à l'université Paul Sabatier. Vous avez été aussi conseiller permanent, ou vous êtes peut-être encore toujours conseiller permanent de la mission interministérielle de lutte contre le cancer. Vous avez été un des initiateurs, des créateurs du cancéropole, de l'oncopole de Toulouse. Ça a fait partie des choses dont vous vous êtes occupé. Donc, vous êtes plutôt un médecin, mais un médecin aussi qui s'intéresse de très très près à ces questions de bioéthique. Alors, par qui commence-t-on? Pour poser un peu les jalons de ce débat, il faut peut-être définir en premier, pour ceux qui auraient encore peut-être quelques difficultés à faire la distinction, de savoir exactement ce que c'est que la PMA, parce qu'on a l'impression de savoir ce que c'est, et puis la GPA. Alors peut-être qu'on va commencer par le médecin pour qu'il nous dise... Très volontiers. On va commencer par Roland Buchat. Commençons. Alors, qu'est-ce que c'est la PMA? Merci, bonjour. La PMA, je crois que c'est bien d'abord de distinguer PMA de GPA, Oui. parce qu'il me semble qu'au regard de l'évolution du droit, la PMA est un maillon qui est en train de se consolider. La GPA est une structure qui reste encore ouverte au questionnement, ce n'est pas encore un maillon, correct? Alors, nous sommes ici, je crois, parce que le questionnement au croisement de la science, du droit et du vivant fait question de manière permanente. C'est tellement vrai que la loi, en tout cas en France, de bioéthique, est révisée tous les 7 ans. Les lois qui sont révisées périodiquement, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que c'est bien le vivant qui conditionne cette évolution de la connaissance scientifique au profit de l'évolution de la société. Et c'est de cette convergence que nous parlons ici. Alors, la PMA, c'est lorsque la médecine intervient dans la procréation. Bibliquement, ce n'était pas tout à fait le cas. La fécondation in vitro, la conservation des gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules qui assurent la reproduction de l'espèce et qui sont caractérisées par le fait qu'elles sont aneuploïdiques. Elles n'ont qu'un chromosome et pas de paire de chromosomes. Ces gamètes peuvent être extraites de l'être vivant, travaillées au laboratoire et réinjectées après fécondation. Donc globalement, la PMA, c'est ça, c'est la procréation médicalement assistée. Ça marche? C'est compliqué, mais ça marche. Bon. Alors, première étape historique et chronologique, c'est l'insémination artificielle. Ensuite, il y a eu la fécondation in vitro, puis il y a l'ICSI, mais tout ça sont des détails techniques que nous n'allons pas évoquer de manière plus précise. Je pense que ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un outil médical qui est à la disposition de l'évolution de la société. Je vais dire 2 mots sur cet outil médical que je viens de survoler depuis la fécondation in vitro jusqu'à l'ICSI, pour préciser qu'environ en France, chaque année, 3% des naissances naissent grâce à l'aide à la PMA. 3%. Cette PMA, quelle que soit la technique que l'on adopte, et encore une fois, je n'entre pas dans les détails d'ordre médical, ça marche 1 fois sur 4. Correct? À peu près. Et ça fait, bon an, mal an, 200 000 naissances par an en France. Alors pardonnez-moi, chers consoeurs, en Belgique, je ne sais pas. Il faut toujours un référentiel pour donner des chiffres. Il faudrait avoir des référentiels mondiaux, mais je crois qu'on n'en a pas. Donc globalement, ça marche 1 fois sur 4 et ça assure 3% des naissances en France. Ça s'applique dans l'état actuel du droit aux couples. Je dis bien couple.
réputé sur une expertise médicale être stérile, sans préjuger de savoir si la stérilité est d'ordre imputable à l'homme ou imputable à la femme. De manière un petit peu misogyne, nous avons tendance à rendre l'épouse responsable de la stérilité, mais soyons clairs et loyaux, messieurs, chers frères, nous sommes nous aussi souvent responsables d'infertilité de couple. Et d'ailleurs, au passage, petite incidence, nous sommes nombreux à penser que l'environnement, les perturbateurs endocriniens, les petites doses d'effets délétères multiples sont responsables d'une sorte d'appauvrissement du produit séminal et donc dans notre capacité à nous reproduire. Alors est-ce que le docteur Balthus va être réinventé par la pression environnementale? Je m'éloigne, c'est un autre sujet. En tout état de cause, l'outil PMA existe. Dans l'état actuel de la pratique légale, il s'applique aux couples réputés stériles et il est donc question pour l'instant de ne faire appel à la PMA que dans le cas d'indications médicales strictes. Couple stérile. C'est vrai? C'est faux? Alors, c'est vrai jusqu'à la loi de 1919 qui va être votée, sur laquelle je pense on va revenir, mais je vais ensuite laisser la parole à notre interlocutrice. Je dis simplement que nous sommes au moment où cet outil médical avec la performance et le rendement que je viens d'évoquer est en situation de se démédicaliser dans ses indications au bénéfice de la volonté d'un projet parental de couple. J'insiste sur le mot couple parce que nous serons certainement invités à revenir sur qu'est-ce qu'un couple. Pour l'instant, je vous laisse sur ce questionnement et je reparlerai plus tard. Merci Roland Bugal. Alors, Christiane Vienne, pour l'instant, on reste sur la PMA. On abordera la GPA tout à l'heure. Vous avez la parole. Oui, simplement en ce qui concerne la GPA, on ne peut pas aujourd'hui aborder la GPA sans aborder la question de la révision des lois de bioéthique qui est en cours. Alors, d'une manière un peu, je dirais, globale, les obédiences maçonniques ont été associées à ce projet de loi. Donc, dès le début, les obédiences maçonniques ont été invitées, de même que les... Enfin, dans un cadre plus global, constitué de ce que le président de la République a appelé les représentations des organisations, pardon, les représentants des organisations philosophiques. Donc, nous avons été associés à plusieurs temps de la réflexion sur la révision de la loi, dont parce que c'est un élément, et le docteur vient de le rappeler, extrêmement sensible et auquel nos concitoyens sont extrêmement attachés, c'est-à-dire la procréation. On a beaucoup parlé de la GPA, mais le projet de loi ne concerne pas que la GPA. Il concerne notamment l'évolution du don d'organes croisés, le droit des enfants à connaître leurs origines, c'est en lien aussi avec la GPA. Toute la question extrêmement importante de la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires. Et donc, globalement, cette réflexion a drainé les obédiences et particulièrement les comités de bioéthique des obédiences. Donc, nous avons beaucoup travaillé, je préside le comité de bioéthique de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons beaucoup travaillé avec celui du Grand Orient et nous nous sommes retrouvés tous ensemble à l'Assemblée nationale, au Sénat et puis à différents temps de rencontres avec le président de la République. D'une manière globale, sur ces thématiques, nous sommes à 95% tous sur la même longueur d'onde. Mais c'est important sur un sujet comme celui-là que nous ayons pu nous exprimer. Pourquoi ? Parce que la bioéthique, ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne aussi les philosophes, cela concerne, je dirais, le juriste, et ça concerne finalement chacun d'entre nous, ça concerne tous les citoyens. Parce que lorsque l'on prend des décisions de l'ordre de la bioéthique, l'impact touche chacun. Donc ce n'est pas que médical.
Alors au départ, on parlait de PMA. Maintenant, dans les textes de loi, on parle d'AMP, donc d'assistance médicale à la procréation. Le glissement sémantique est venu du fait que il y a une volonté aussi de... Lorsqu'on parle de procréation médicalement assistée, il y a tout de suite vient à l'esprit la technicité des choses. On élargit un peu le champ, en principe, en parlant d'assistance médicale à la procréation. L'enjeu politique, donc je pense que notre frère a parfaitement bien cadré l'enjeu médical, mais l'enjeu politique, vous le savez, c'est celui de sortir l'accès à l'AMP, de le sortir de sa bulle médicale. Il est déjà sorti de sa bulle médicale parce que beaucoup de couples qui ne sont pas stériles bénéficient aujourd'hui d'une aide médicale à la procréation. Pourquoi ? Je dirais qu'il y a différents éléments qui font que la demande est forte. Tout d'abord, toutes les études témoignent du fait qu'aujourd'hui, l'homme et la femme du XXIe siècle ont envie d'un enfant issu de son patrimoine génétique. Alors, on peut en discuter pendant des heures, voire pendant des années. La demande aujourd'hui est d'avoir un enfant issu de son propre patrimoine génétique. Et donc, il est devenu, je dirais, ce qui vient de nous être expliqué, à ce qui vient de nous être expliqué, j'y arrive, j'aimerais ajouter l'élément suivant. Aujourd'hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Ce n'est pas nécessairement un choix parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants plus tard. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on pousse les filles à étudier plus longtemps. La fécondité des femmes, si je me trompe, vous me corrigerez, docteur, c'est entre 18 et 30 ans qu'elle est 25 ans même, qu'elle est le plus élevée. Aujourd'hui, les femmes, elles étudient plus tard, il y a une pression sur le travail, la difficulté d'être mère avant 30 ans. La moyenne d'âge du premier enfant tourne autour de 30 ans. Cela amène en conséquence une demande de plus en plus, et qui risque d'augmenter encore, d'aide, d'assistance médicale à la procréation. Un premier élément. Second élément, aujourd'hui, parce que les mentalités ont évolué, un couple, c'est pas seulement un papa et une maman. En fait, bon. Non, vous ne saviez pas? Et donc, un couple, mais ça n'a jamais... Le modèle papa, maman des enfants n'a jamais existé. Il n'a jamais été majoritaire. Les femmes seules ont élevé des enfants pendant des générations. Tout d'abord en Europe parce qu'il y a eu les deux guerres, parce qu'il y a eu et aujourd'hui, beaucoup de femmes seules élèvent des enfants. Beaucoup de femmes, on n'a pas de statistiques précises, mais un certain nombre de femmes vivent en couple homosexuel. Pourquoi n'auraient-elles pas le droit d'avoir des enfants? Je vais donner un exemple, j'espère ne pas vous choquer, mais moi j'aimerais savoir comment on peut distinguer l'appareil génital d'une femme homosexuelle de celui d'une femme hétérosexuelle. Et pourquoi le désir d'enfant de l'une pourrait être entendu et pas le désir de l'autre. Donc, le projet de loi tel qu'il est passé à l'Assemblée nationale et tel qu'il est maintenant au Sénat prévoit l'accès à l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes. Donc, quelle que soit leur conjugalité. J'attire votre attention, mon cher voisin, sur la durabilité des couples. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit oui, c'est mieux un couple hétéro et un enfant, je vous invite à regarder les statistiques de divorce et la durabilité des couples. Donc la probabilité qu'un enfant qui naisse aujourd'hui soit à un moment de sa vie avec un papa, une maman, un papa qui change, peut-être deux mamans, peut-être même deux papas, est grande. Donc tout le débat politique a porté non pas sur les techniques d'assistance médicale à la procréation, mais sur cette question de fond. Peut-on autoriser
toutes les femmes à y avoir accès. Et donc à sortir de la logique qui était la logique de la stérilité. La réponse est oui, en tout cas dans le texte de loi, la réponse est oui. Et non seulement elle est oui, on peut, mais la sécurité sociale va rembourser pour toutes les femmes. Donc ça, c'est une étape différente. C'est un sujet qui, je dirais, fait l'objet, je pense, d'un large consensus dans la société française, même s'il y a une certaine opposition. Les obédiences maçonniques, dans leur ensemble, sont favorables à cette ouverture, au fait donc de sortir du critère d'infertilité et à dépasser cette vision un peu ancienne de ce qu'est une famille. Sur la GPA, je ne vais pas l'aborder maintenant, mais les grands débats que l'on a peut-être ratés, donc que l'on n'a pas abordés dans le cadre de ce projet de loi, dont la plupart des familles politiques souhaiteraient qu'il soit réexaminé plus souvent, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de commission permanente sur la bioéthique parce que tout ça évolue très vite, et qu'il y ait tous les 5 ans une grand-messe, mais chaque année une évaluation. L'objectif serait quand même de dire sur les autres plans, il nous manque. Donc il n'y a pas un mot sur la fin de vie qui a été exclu du débat, alors que nos obédiences ont beaucoup travaillé sur ce thème. Sur les enfants transgenres, alors que cela aussi c'est un phénomène qui évolue, ni sur la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger dans les pays où c'est autorisé. Oui. Et donc on aura l'occasion d'aborder ça après. Alors, évidemment, la PMA, c'est la procréation médicale assistée. La GPA, on n'est plus dans le domaine médical. Où est-ce qu'on en est encore, professeur Bugat? Si, on est toujours dans le domaine médical. Il faut trouver un utérus de location. En conséquence de quoi, à tout prendre, le couple, à ce moment-là, devient trinaire. On est d'accord. Et la GPA, je crois, pose quelques questions d'ordre éthique et légal concernant notamment l'indisponibilité du corps. C'est-à-dire que si le don du corps est accepté pour les dons d'organes, de transfusion sanguine, il est interdit, en tout cas non recommandé légalement, pour d'autres motifs. Et en particulier, en l'état actuel des choses, pour la GPA. Alors, comme ça a été expliqué très précisément, je le redis, l'outil médical existe pour la procréation médicalement assistée, et nous en faisons l'usage qui vient d'être évoqué. Cette réalité est en fait, on sort effectivement l'indication couple stérile au bénéfice de la volonté sociétale qui ouvre le champ de l'homoparentalité. Je crois qu'on est d'accord. Le débat sur la PMA, le fait majeur, c'est que l'indication médicale, on passe au désir de grossesse porté par des couples homoparentaux. On est bien d'accord. Alors c'est un peu contradictoire du point de vue de nos idées partagées, ma chère sœur, avec la définition même de l'homoparentalité, parce que l'homoparentalité, c'est un couple au sein duquel celle ou celui qui est père ou mère n'est pas biologique. Or, vous précisiez que nous étions tous encore attachés à la transmission du patrimoine génétique. Alors, comment peut-on sortir de cette ambiguïté ? Et donc, on n'en sort jamais totalement, parce que pour la femme, pour le couple de femmes, c'est relativement simple. La femme aura de toute façon un enfant issu de son patrimoine génétique. Parfait. Pas de problème. Pour les couples d'hommes, à ce moment-là... À condition qu'elle soit enceinte, elle peut aussi choisir la GPA. Le couple peut aussi choisir la GPA. Les couples de femmes choisissent rarement la GPA. Elles pourraient. Mais de toute façon, la GPA n'est pas un choix, puisque la GPA est interdite en France. Elle est interdite dans une grande partie des pays européens. Donc, elle se pratique, parce que souvent, en droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, on pratique, mais là, on glisse sur l'autre débat. Je crois qu'on reparlera, si je peux me permettre, de cet aspect des enfants thalys. Oui, hein, mais c'est ça, absolument. Mais on en parlera à propos après, si vous permettez, parce que je crois que sinon, on va un petit peu compliquer les choses. Oui. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, si, au regard de la dynamique sociétale, le mariage pour tous,
la procréation médicalement assistée devient légale, ce qui vient d'être précisé, est-ce qu'il reste, question que pouvons nous poser, des situations individuelles qui sont hors du champ de l'extension des indications de PMA? Suis-je clair? Un exemple, cher docteur. Alors, les femmes seules, Elles ont accès elles dans peuvent- le projet de loi tel qu'il est. la personne transgénique ou transsexuelle, Est-elle une femme, est-elle un homme? merci. Ces précisions pour, d'une certaine manière, réfléchir ensemble, bien sûr, au fait que le législateur, finalement, quelle est sa mission? Doit-il être au service d'une majorité ou doit-il préciser de manière légale les volontés individuelles des minorités? C'est une excellente question. Je vais tenter d'y répondre quand même. Je ne vais pas renvoyer la balle aussi. Quel est le rôle du législateur sur ces questions? Je pense que le rôle du législateur est d'établir les frontières à ne pas dépasser, d'établir les règles du jeu, de dire clairement ce qui est accepté de ce qui ne l'est pas. C'est très clair en matière de bioéthique. La difficulté vient souvent notamment dans la recherche sur l'embryon, dans toute une série de pratiques. On ne voit pas toujours suffisamment clairement ce qui est autorisé, ce qui n'est pas permis. Donc ça, c'est le rôle du législateur. Le législateur ne peut pas vivre dans sa tour d'ivoire en ignorant les évolutions de la société. Il ne peut pas faire semblant ou faire l'autruche et ne pas voir que le monde et le monde scientifique évoluent autour de lui. Que le désir d'enfant est une chose qui est en évolution. Et donc, aujourd'hui, le législateur, de mon expérience de législateur, le législateur est toujours un suiveur. Il est très rarement un anticipateur, parce qu'il suit les évolutions de la société et il adapte les textes de loi à ce qui existe. Donc, la société française d'aujourd'hui a fait le choix de ne plus faire semblant qu'il n'y avait que des papas, des mamans et des enfants. Que les couples, c'était parfois un homme, une femme, parfois deux hommes, et que ça pouvait évoluer. Donc, c'est tout à fait exact que la conséquence en est, dès l'instant où l'on reconnaît le mariage pour tous, et est-ce que les couples qui sont mariés peuvent-ils avoir des enfants? Est-ce qu'une femme seule peut avoir un enfant? Dès l'instant où l'on va congeler le matériel biologique qui permet d'avoir un enfant, la question va se poser, est-ce qu'une femme peut être fécondée avec le sperme de son mari décédé? Alors là, le texte dit non, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais la question peut se poser. Il y a une technique nouvelle que l'on pratique en matière d'AMP qui a recours à 3 parents pour protéger l'enfant de maladies induites par l'ADN mitochondrial de la mère. En France, on ne le pratique pas, mais ça se pratique ailleurs. Donc, le législateur en matière de bioéthique, et particulièrement sur ces matières-là, ne peut pas non plus être aveugle aux évolutions législatives des pays qui l'entourent. Parce que quand il est aveugle, mais systématiquement, les frontières ne sont pas poreuses. On l'a vu pour l'avortement, c'était clair. On n'avortait pas en France, on avortait dans tous les pays voisins. Aujourd'hui, cette volonté de dire il faut adapter le cadre juridique aux pratiques et aux réalités scientifiques est indispensable. Je ne voudrais pas faire le travail du modérateur. Il me brûle du désir, de paternité peut-être, c'est un peu tard, mais de parler de la filiation des enfants issus de la PMA. Oui. Et je pense que c'est un sujet quand même important, parce que le désir d'enfant est une chose, le devenir du produit fini est complémentaire et incident. Oui. On est d'accord. Alors, si dans l'histoire encore récente de notre société, la filiation repose sur la différence de sexe et donc sur un ancrage biologique,
l'ouverture de la PMA à des indications non médicales modifie complètement cet ancrage. Oui, bien sûr. Correct, on est d'accord? Correct, oui. Bien. Et d'une certaine manière, de remédier à l'infertilité d'un couple, l'APM devient ou est destinée à la demande parentale Oui, d'avoir un enfant. Considérons cette demande, elle est recevable, elle est aboutie, l'enfant est né. Question de sa filiation. Comment fait-on, mais vous l'avez déjà évoqué, pour que cet enfant soit, je dirais, protégé dans tous les sens juridiques du terme? Et je vais vous redonner la parole. Ça passe en particulier, vous l'avez évoqué, par la levée de l'anonymat du donneur. oui. Et puis peut-être d'autres dispositions légales à venir pour lesquelles ce serait intéressant que nous échangions. La question de la levée de l'anonymat, elle répond à je dirais, un besoin nouveau. Enfin, nouveau. Il n'est pas nouveau, il est ancien. Mais maintenant, il est entendu de dire l'enfant a droit à ses origines. Parce que pour se développer, pour être un adulte tout à fait épanoui, l'enfant a besoin de savoir d'où il vient. Et savoir d'où il vient, cela peut être papa et maman t'aimaient très fort, ils ont fait un bébé. Ça peut être aussi maman et maman te souhaitaient tellement, elles ont fait appel à des médecins qui ont aidé à t'avoir et on t'aime très fort. Ça peut être papa et papa souhaitaient avoir un enfant. Mais là, on entre dans un autre domaine. Le législateur, son devoir maintenant, c'est de dire, si on lève l'anonymat du don, on a réglé une partie du problème. La seconde partie du problème, c'est comment, dans l'état civil, faire en sorte de donner un rôle paternel et maternel au couple issu. Donc le texte de loi tel qu'il est ici prévoit un système spécifique avec une déclaration anticipée qui permet, lorsque l'enfant est né, aux deux mères, c'est surtout elles qui sont d'abord concernées, aux deux mères, de devenir officiellement les mères, on aurait dit avant père et mère, mais ici les mères de l'enfant, qui s'inscrit ainsi dans une transmission familiale comme celle d'un enfant qui naît dans un couple papa-maman, et qui ensuite va pouvoir bénéficier de l'héritage, enfin de tout ce qui constitue le lien familial. Il va s'inscrire dans une généalogie. Alors, cette question de la déclaration anticipée a été fort débattue. Actuellement, on n'a pas encore un processus parfait, mais l'objectif, c'est bien qu'à l'état civil, l'enfant sera déclaré enfant de ses deux mères. Merci. Alors, le modérateur, il travaille modérément. Hein, voilà, quand tout va bien, c'est comme ça. Donc, on voit que les choses progressent globalement. On voit que les législateurs tâtonnent. On expérimente des choses. On essaie de voir qu'est-ce qui correspond un peu à la réalité des choses. Mais moi, je voudrais poser une première question. Il me semble que, bon, dans ce panel qui est en train de se mettre à la disposition des couples, quand on est une femme seule, pour avoir un enfant, ça paraît simple. Quand on est deux femmes, on peut aussi y arriver. Mais quand on est deux hommes, il n'y a que la GPA qui soit possible. Là, donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir pour le législateur la question de l'égalité à l'accès à l'enfant, l'égalité des droits? Est-ce qu'à un moment donné, les couples d'hommes ne vont pas dire c'est pas juste? Je dis jamais. Enfin, on en parle beaucoup. C'est pas une revendication, en tout cas, des organisations gays, parce qu'aujourd'hui, la réponse, c'est si nous sommes un couple d'hommes et que nous voulons un enfant, nous allons utiliser la GPA, donc avoir une mère porteuse aux États-Unis ou en Angleterre ou au Canada ou en Israël ou partout, avec, je dirais, une nuance, parce que la GPA, ça n'est pas que pour les couples homosexuels. Je vais donner un exemple. Une jeune femme de 25 ans qui a un cancer de l'utérus, à qui on enlève l'utérus. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Une femme qui est née avec un syndrome de Rokitansky, elle n'a pas d'utérus. Elle ne peut pas avoir d'enfant.
Donc, globalement, dans la réflexion, on va distinguer les deux catégories. La femme qui, pour des raisons tout à fait, je dirais, parfois dramatiques et physiques, n'arrive pas à avoir un enfant, et le couple d'homosexuels qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et donc, sur la première partie, on va pratiquer, ça se fait en Belgique, puisque la loi ne l'interdit pas, et là, il y a une vingtaine de cas par an, ce qu'on appelle une GPA altruiste. C'est-à-dire qu'il ne fait l'objet d'aucun échange financier, et on va souvent, de moins en moins parce qu'on a diminué l'âge de possibilité pour la mère, mais souvent c'est la mère qui porte l'enfant de son enfant, ou la sœur, ou une amie très proche, et donc on est dans une cohérence de proximité, je dirais, de générosité, de solidarité entre femmes. Lorsqu'un couple homosexuel souhaite un enfant, au sein de l'Union européenne, c'est très compliqué. Donc souvent, il a tendance à aller aux États-Unis ou dans des pays, parfois dans des pays où on va alors acheter des ventres, louer des ventres et avoir l'enfant que l'on souhaite tant. J'attire votre attention parce que, enfin, franchement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit favorable à l'achat des ventres. Jamais. Et je ne connais aucun État qui dise « nous allons vendre des ventres ». Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Je vais vous donner un exemple dans un autre domaine. Sur le don d'organes, je pense que nous sommes tous favorables au don d'organes. Nous savons tous qu'il y a des pays où il y a du trafic de dons d'organes, d'une manière violente, inacceptable. Mais pour autant, nous ne disons pas il faut interdire le don d'organes. Non, nous disons il faut légiférer. Il faut interdire certaines pratiques, en accepter d'autres. Sur la GPA, il y a un tel impact émotionnel que tout de suite on dit oui, on achète des ventres. Ce n'est pas toujours vrai. Là où c'est vrai, lorsque l'enfant est né, la question qui se pose, au-delà de la pratique et des moyens qui ont été utilisés, et la France a été condamnée parce qu'elle refusait de reconnaître ses enfants, dire l'enfant existe, il est revenu avec ses papas, et tout à coup on lui dit toi tu n'existes pas. Alors on peut dire je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu l'as fait, mais tu es là, tu existes, donc il faut qu'il ait des droits cet enfant-là. Or, le texte ici tel qu'il est présenté au Sénat n'aborde pas du tout ces questions-là. Donc, pour le moment, il y aura encore des enfants, même si ça se règle dans la pratique du droit au quotidien, il y aura quand même, sur le principe, des enfants qui risquent d'avoir une non-existence. Ça, ce n'est pas acceptable. Quant au reste, dans les pays qui pratiquent la GPA, certains États des États-Unis, le Canada, il y a de nombreuses études qui ont été faites parce que ça se fait depuis des années, sur les enfants qui sont issus de ces pratiques. On constate que globalement, il n'y a pas de différence entre eux et un autre enfant. Je dirais il y a énormément d'enfants qui sont élevés dans des familles recomposées, je l'ai dit tout à l'heure, par des femmes seules. Et donc, le modèle familial n'a pas nécessairement un impact si l'enfant est accueilli, si on s'occupe de lui, s'il est aimé. On peut être un couple hétéro, avoir des enfants et les maltraiter. Donc, tout ça est assez complexe. Sur la question de la GPA commerciale, tous les pays l'interdisent au sein de l'Union européenne. La question qui reste, qui n'est pas réglée, c'est celle des enfants nés à l'étranger de GPA dans les pays qui l'autorisent. Roland Bugat, vous voulez ajouter quelque chose ? Pas grand-chose. Je pense qu'il va falloir attendre 7 ans de plus pour que le législateur aborde explicitement le problème de la GPA. Correct ? Oui, exact. En l'état actuel des choses, on peut peut-être partager le fait que la GPA reste aux limites de la légalité, voire dans l'illégalité. On est d'accord ? Et pour autant, comme vous le dites très pertinemment, il y a les enfants du Thalys. Il faut leur donner un statut. On est d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? C'est ma première question. Deuxième observation
qui est l'expression de l'écoute que nous vous portons et non pas d'une critique. Lorsque vous avez parlé des utérus non fonctionnels, hystérectomie après cancer de l'utérus, endométriose ou autre, nous replongeons dans des indications médicales. Or, nous avons dit précédemment que la PMA extrayait, enfin, que la volonté du couple sortait la PMA de l'indication médicale pour aller dans le sens du désir du couple moderne. Alors bien sûr, il y a des indications médicales de GPA, mais elles ne sont pas dans le champ de notre réflexion éthique aujourd'hui. Elles sont très très peu nombreuses, et de ce point de vue-là, dire peut-être que la recherche continue et que l'on fait actuellement des greffes d'utérus. Hein? Alors, la technique va très vite, le législateur suit, c'est ce que vous avez évoqué, et la GPA, ce sera pour 2026. Peut-être. Est-ce qu'il y a des questions, dans la salle à ce moment du débat? On pourra faire circuler un micro. Alors, il y a un point médical. Encore une fois, je ne veux pas que le sujet soit médico-médical. Mais lorsque j'évoque le fait que l'assistance médicale à la procréation concerne 3% des naissances actuellement en France et que le rendement de cette technique est environ 25%, il faut, je dirais, rendre hommage aux femmes qui se prêtent à la préparation à un prélèvement d'ovocytes avec une stimulation endocrinienne extrêmement importante. Et pour autant que les enfants nés de GPA soient accompagnés et suivis au plan psychologique, je crois qu'en médecine, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences à moyen et long terme des stimulations ovariennes fortes auxquelles sont obligées de se soumettre les femmes qui veulent accoucher par PMA. Vous avez une opinion là-dessus? Après, Je vais simplement répondre très brièvement. C'est vraiment un indicateur de jusqu'où peut aller le désir d'enfant. Parce que c'est vrai que ce sont des traitements lourds. Parfois, il faut essayer. On peut essayer jusqu'à 4 fois. Donc, on a 4 fois 25% de chance. Mais pour les femmes, il faut vraiment avoir envie d'un enfant. Donc, c'est très lourd. Mais cela montre à quel point, dans nos sociétés, le désir d'enfant est puissant. Et donc, je dirais, ce serait d'une cruauté absolue de dire à ces femmes, vous ne pouvez plus essayer. Voilà, on va peut-être prendre une question dans la salle. Oui, un désir d'enfant, c'est une chose, mais il faudrait penser aussi à l'intérêt de l'enfant. Moi, Dieu merci, je ne suis pas issu d'une PMA. Et j'en serais très malheureux. Parce que je me mets à la place d'un enfant qui est issu d'une PMA. Il va à l'école. Ses petits copains lui disent « Qui c'est ta mère ?» « C'est cette dame. » « Et ton père ?» « C'est l'autre dame à côté. » Croyez-moi que cet enfant, eh bien, il ne sera pas bien dans ses baskets. Deuxièmement, on a consacré beaucoup d'argent pour essayer de rendre les femmes fertiles sans avoir de contact avec les hommes. Cet argent aurait été peut-être mieux utilisé pour chercher la lutte contre le cancer. Il y a toujours beaucoup de gens qui meurent du cancer et je pense que c'est un détournement de fonds qui n'est peut-être pas très utile. C'est une façon de voir les choses. Elle n'est pas majoritaire. Donc, le droit aux origines de l'enfant. En fait, je ne sais plus, j'ai plus les statistiques en tête, mais avec la pratique maintenant des analyses d'ADN, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'enfants dont le père n'est pas celui qu'il croit qu'il est. Donc, on va le dire comme ça. Donc, être sûr, maman, chez nous on dit maman c'est sûr, papa peut-être. Donc, qu'un enfant puisse dire moi je suis sûr à 100% d'être issu de ces deux personnes, c'est déjà un peu prétentieux.
D'autre part, oui, le père et l'enfant que les noces désignent, on disait avant. Oui, mais je dirais, socialement, on vient d'un système où l'enfant est le père que les noces désignent. C'est dépassé. Aujourd'hui, l'enfant, il peut être issu de différentes, notamment, il peut être issu d'un laboratoire. J'étais un petit œuf dans un laboratoire, dans la boîte, et on m'a mis dans le ventre de ma maman. Dire que c'est discriminatoire et que les enfants sont malheureux, on va parler de données vraiment objectives. Toutes les études, surtout les études de Colombok, du professeur Colombok aux États-Unis, montrent que ça n'a pas d'impact, très peu. Donc il y a du suivi psychologique de cohorte depuis 30 ans, ça n'a pas d'impact. L'enfant a besoin, je pense que c'est important qu'il connaisse ses origines, qu'on lui dise la vérité. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très normal, j'ai 9 enfants qui ont grandi dans mon ventre. Mon dernier fils est né avec dans son placenta le stérilet que l'on m'avait posé, ce qui était vraiment vexatoire. Il a toujours su qu'il était né avec le stérilet dans le placenta. Mais ça ne lui a jamais posé l'ombre d'un problème. Il a toujours été aimé, donc il savait. Moi, j'étais là une petite surprise. C'était pas prévu. Donc, c'est important de dire à l'enfant d'être vrai avec lui. Il n'y a rien de pire que les secrets de famille. Donc, de lui dire. Et donc, l'aide technique à la naissance d'un enfant, c'est pas ça qui, sur la cour de récréation, va le rendre heureux ou malheureux. Parce que maintenant, dans la cour de récréation, tous les enfants ont des parents divorcés, une grande partie. Tous les enfants vivent une semaine chez maman, une semaine chez papa. Presque tous les enfants ont un jour dans leur vie un changement, un basculement de leur espace familial, et ils gèrent ça. C'est un premier élément de réflexion. Le droit de l'enfant, c'est vrai qu'on évolue. On est passé d'un droit de l'enfant au désir d'enfant. Est-ce que c'est mal ? Quelles sont les conséquences sociales de dire « je suis attentif, j'écoute le désir d'enfant ». Je pense que la société ne se porte pas plus mal, que l'on pratique des PMA. Les enfants des PMA vivent bien. Et voilà, la société évolue. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Merci, merci. D'autres questions ? On essaye de... Ce serait intéressant qu'il puisse y avoir questions courtes, réponses courtes. On vous écoute, madame. Oui, surtout une réflexion. On parle du droit à l'enfant, mais il y a 2 poids, 2 mesures quelque part. La question, c'est un couple hétérosexuel. Bon, personne ne leur dit ne faites pas d'enfants, même s'ils sont, excusez-moi, tarés jusqu'à la moelle. C'est-à-dire qu'une mère qui a tué ses enfants, elle ressort 10 ans après, elle peut refaire des enfants et personne ne lui dit rien. Alors où il est le droit de l'enfant ? Un enfant de 22 mois, un bébé de 22 mois, soi-disant suivi par les services sociaux, c'est peut-être pas leur faute, ils sont avec quels moyens ils travaillent. On apprend qu'il a 64 impacts sur le corps et 2 hémorragies internes. Oui, où est le droit de l'enfant ? C'est quand même la question qui se pose. Là, on est quelque part, peut-être, parfois dans l'idéologie, où l'on se sert de l'enfant pour faire une discrimination entre les homos et les hétérosexuels. Je veux dire en quoi des homosexuels qui ont des garanties pour élever dans un contexte psychologique et économique très bien un enfant, pourquoi on les embête tant ? Alors que sous prétexte de la loi, bon, naturelle, oui, quelque part, biologique, évidente, que personne ne discute, des hétérosexuels ont le droit de faire absolument, quasiment n'importe quoi. Voilà, là, il y a quelque part, il y a une idéologie qui pointe, où une sexualité est considérée comme supérieure et plus admise qu'une autre. Voilà.
C'était une question courte, merci. Oui, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu longue. Qui veut répondre? Moi non plus. Mais on vous a entendu, madame, mais c'est vrai que les discriminations, positives ou négatives, sont un vrai problème de société. Ceci étant, j'ai 2 questions à poser à notre consoeur qui est très engagée dans le dispositif législatif. Quand on parle de 75% d'échecs de fécondation in vitro, les raisons essentielles, ce sont des anomalies chromosomiques. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile d'introduire le diagnostic préimplantatoire d'anomalies chromosomiques dans les dispositions légales? Et si vous pensez que oui, que faites-vous pour y arriver? Et la deuxième question, toujours aux législateurs, ne craignez-vous pas que le succès de l'entreprise que nous venons d'évoquer aujourd'hui va être en situation d'emboliser les sécos avec les embryons surnuméraires? Et quel statut juridique pour les embryons surnuméraires? Et est-ce qu'on ne voit pas se pointer à travers votre question le spectre de l'eugénisme quelque part? Donc, sur la première question, sur la question du diagnostic préimplantatoire, tous les textes préparatoires, y compris le rapport préparatoire de Jean-Louis Touraine et de Xavier Bertrand, étaient favorables au diagnostic préimplantatoire. Et je pense qu'on ne peut qu'y être favorable. Donc, dans le texte tel qu'il a été rédigé aujourd'hui par la ministre Agnès Buzyn, ça n'est pas prévu, c'est même interdit. En Belgique, on pratique les diagnostics préimplantatoires, dans d'autres pays aussi. Donc je pense que là, il y a un champ législatif pour mes collègues français, dont ils ne manqueront pas, notamment nos frères francs-maçons, de se l'approprier. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, cette question du diagnostic préimplantatoire est une question extrêmement importante. Et je ne me rappelle plus de la seconde. Donc, l'encombrement des sécos avec les embryons surnuméraires. Donc, ce sont les institutions qui conservent non pas seulement les embryons, mais les dons de sperme et tout ça. C'est un organisme légal. Est-ce qu'il y a un risque? Donc, le texte prévoit d'augmenter en matière d'utilisation des embryons surnuméraires. La porte a été ouverte pour la recherche. Donc, jusqu'à présent, la recherche sur les embryons surnuméraires était extrêmement limitée. On a ouvert la porte. Donc, il y aura je dirais, on ne mesure pas très bien les conséquences encore de la loi dans ce domaine-là, mais il y a un peu d'air. Mais c'est clair qu'il y aura on risque d'avoir, et la presse en a fait écho, des problèmes en termes de dons de sperme, et notamment la question des embryons surnuméraires, bien sûr. D'autres questions dans la salle? Alors, madame, vous avez le micro, on vous écoute. Oui, je vais poser une question qui va vous amener à toucher les limites probablement de vos différents raisonnements et valeurs. C'est le cas des personnes transgenres. Les personnes transgenres, dorénavant, ont le droit de changer d'identité civile à partir du moment où elles prouvent qu'elles vivent en tant qu'homme ou en tant que femme, indépendamment des modifications qu'elles aient pu faire sur leur corps. Donc, à l'occasion et donc, certaines femmes deviennent hommes à l'état civil, prennent un aspect tout à fait masculin et ont une carte d'identité de femme. Néanmoins, certaines n'ont pas pour autant annihilé leur appareil reproductif et ne sont pas stériles. Ce qui fait qu'on va voir apparaître, ça existe déjà dans le monde, un certain nombre d'hommes enceints, qui feront le ravissement de la Manif pour tous, certainement, et du monsieur qui est là. Et donc, et même plusieurs d'entre vous. Donc, je me demande, alors, ces personnes ont réclamé d'avoir droit aussi à la PMA. C'est-à-dire que le monsieur, étant encore capable d'être enceint, demande le bénéfice de la PMA dans la nouvelle loi. Elle lui a été finalement refusée par le législateur.
au motif que ce qu'on prend en compte, c'est l'état civil. Alors, jusqu'à quel point le législateur, donc à partir de quel moment il s'oppose à ce fameux désir d'enfant et qu'il ne le trouve plus légitime? Alors, est-ce qu'il va falloir encore attendre 7 ans? Qui veut répondre? Roland Bugave? Non? Il passe. Joker. Je ne vais pas pouvoir donner de réponse définitive, heureusement. En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose. La question du genre et des personnes transgenres, c'est une question extrêmement sensible qui se pose de plus en plus pour des enfants. Donc, vous avez à Paris, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, un service qui s'occupe des enfants transgenres. Donc, pour des raisons qu'on ne s'explique, il y a des dimensions psychologiques, mais il n'y a pas que. Il y a des dimensions physiques aussi. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec un sexe qui n'est pas clairement défini. Donc, aujourd'hui, la science permet d'avancer vers un sexe assumé et choisi. Donc, mais l'on reste quand même dans les marginalités. Donc, il n'y aura pas 3% de la population française qui sera transgenre. Donc, à mon sens, il faut pouvoir régler ça au cas par cas. Et donc, la presse avait fait écho d'un homme transgenre qui était enceint et qui n'a pas pu mener sa grossesse à terme, qui est décédé. Donc, à un moment donné, si une personne transgenre dispose d'un utérus, d'un appareil génital qui lui permet d'avoir un enfant, je dirais, rien ne l'empêche d'en avoir un. Maintenant, la difficulté, quand même, et je le dis avec beaucoup de sensibilité, c'est très complexe. À un moment donné, lorsque l'on fait ce choix, il faut vraiment être bien dans sa tête. Et il faut être certain un jour de ne pas le regretter. Et cela, c'est une responsabilité individuelle. Et si le législateur peut légiférer sur, je dirais, des pratiques globales, il me semble que l'intelligence voudrait que chaque cas de ce genre soit traité au cas par cas. Donc, dans certains cas, oui. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Et je ne pense pas qu'il faille légiférer sur ce sujet-là. Légiférer sur le fait pouvoir changer de sexe, oui. Pouvoir avoir une identité à l'état civil qui corresponde au sexe que l'on a choisi, bien sûr. Pouvoir dire je suis encore à moitié un homme, à moitié une femme et je voudrais avoir un enfant, ça c'est quand même compliqué et ça doit être traité, me semble-t-il, au cas par cas. Je sais que je n'ai pas répondu, mais voilà, j'ai dit ce que je pensais. Au moins, vous n'avez pas passé, vous. D'autres questions? On vous écoute. Ah, il y en a après. On vous écoute, madame. Oui, bonjour. C'est juste pour préciser que la PMA et la GPA ont une histoire totalement différente. La PMA, en gros... Question courte, hein, s'il vous plaît. Hein. L'insémination artificielle, c'était relié en fait à une déficience plutôt liée chez la dame de fécondité. La GPA, elle est apparue, en fait, le problème de la GPA à partir de la légalisation du mariage homosexuel entre hommes. Donc, comment on se débrouillait avant? Les femmes lesbiennes, il y a longtemps, on a utilisé quelque chose qui est l'insémination artisanale. Alors, les gens ne savent peut-être pas ce que c'est l'insémination artisanale. On imagine. On se débrouillait à 4, en gros. Et moi, j'ai plein d'amis où, en fait, il y a 2 papas, 2 mamans. Ils élèvent les enfants à 4. Et soit ils ont fabriqué les enfants de manière voie naturelle, parce que les gens homosexuels ont aussi des relations hétérosexuelles. C'est quand même assez rare que les gens soient purement, strictement à 100% homosexuels. Et donc, il y avait ce système d'insémination artisanale. Et ensuite, il y a très longtemps, moi, j'ai des amis homosexuels hommes qui ont plus de 90 ans, qui ont adopté des enfants dans l'adoption internationale et dans l'adoption simple. Alors, vous dites, qu'est-ce qui reste comme autre option pour 2 hommes? Ils peuvent aussi adopter. Merci. Voilà. Non, là, c'était juste tout ce qui n'est pas médical, quoi. Finalement, on peut se débrouiller. Voilà. Une question ici. Notre pays, et c'est à son honneur, a instauré le don d'organes, le don de sang et le don de sperme gratuit et anonyme. Et c'est un acte altruiste pour tous les donneurs. Est-ce que l'augmentation de la demande de dons de sperme ne va pas changer ce grand principe? Alors, est-ce qu'il y a aussi une augmentation de dons de sperme?
Je n'en suis pas sûr, au motif que la levée de l'anonymat du donneur est peut-être de nature à restreindre un petit peu les enthousiasmes de paternité. Vous allez m'aider, parce que ma culture biblique est un peu en panne parfois. Vous vous souvenez, Jacob et Sarah sont mariés. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Elle veut un enfant. Elle fait appel à une mère porteuse. Donc la GPA, ce n'est pas si récent. Depuis la plus haute antiquité, il y a eu des GPA à basse ou haute technologie. La technologie basse, notre sœur l'a bien expliqué, on a tous compris. Et la haute technologie, le professeur a expliqué ce dont il s'agissait. Donc, ce sont des pratiques vieilles comme le monde. Maintenant, elles font écho à des évolutions de la société et de la sensibilité. Aujourd'hui, on n'a plus honte d'être homosexuel, et on n'a plus, et tant mieux. Et on se marie et on dit « je voudrais avoir un enfant ». Donc notre société évolue et c'est tant mieux. Au regard de ce que vous dites, est-ce que sur le sujet que nous traitons, il y a une différence importante entre ce que nous travaillons en termes de droit français et ce qui est légal dans votre pays, la Belgique? Ma question me semble, je dirais, pertinente au motif que, s'agissant de la fin de vie que vous avez signalée, nos pays sont très différents. Et les associations au droit à mourir dans la dignité restent très minoritaires en France. Un petit mot rapide ? Oui. On n'a pas abordé ce sujet, mais ce serait un sujet extrêmement intéressant. Que ce soit pour... il y a beaucoup de sujets de bioéthique où il y a une très grande différence entre ce que pensent les gens. Sur la question de la fin de vie, quand on interroge les Français, ils sont à plus de 90% favorables à une aide dans la fin de vie. Mais le législateur n'arrive pas, parce qu'il est peut-être plus sensible aux lobbies, à d'autres lobbies qu'à ceux de la parole de ses concitoyens, n'arrive pas à légiférer. Dans les pays où on a légiféré, Belgique, Pays-Bas, etc., il y a 3% des décès. C'est comme les 3% des naissances. 3% des décès, et en Belgique, on a légiféré en 2002. Donc, en 2002, on a légiféré, il y en a des rapports, donc, les 3% sont restés stables. Donc, parfois, le fait d'ouvrir une possibilité, ça ne fait pas exploser la demande, parce que la demande, elle concerne un nombre de personnes limité. Et en termes de bioéthique, c'est pas parce qu'on ouvre une porte qu'on en ferme une autre. Je vais donner on a tant fait d'histoire pour le mariage gay. Le mariage gay n'a jamais empêché les hétéros de se marier. Simplement, maintenant, eux peuvent se marier. Conclusion, ils peuvent divorcer. Donc, en Belgique, où ça fait très longtemps que l'on a légiféré sur le mariage gay, mais on a maintenant autant de divorces chez les couples hétéros que chez les couples homos. Ce qui est quand même inquiétant, quoi. Je ne sais pas comment... Donc, le fait de se marier n'est pas favorable au couple, qu'il soit homo ou hétéro. C'est peut-être une conclusion hâtive. D'autres questions ? J'ai eu peur tout à l'heure quand vous aviez parlé de la Bible et de la GPA. Je croyais que vous vouliez parler de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. On aurait pu. D'autres questions dans la salle ? Oui, madame. Il y a une question ici, s'il vous plaît. On vous écoute. Que pensez-vous du rallongement de la durée de la révision de la loi de bioéthique qui a été portée à 7 ans, alors qu'avant, il me semble que c'était un peu plus court? Quelles peuvent être les incidences? Qui veut répondre? Sur le plan du législateur, dans le texte tel qu'il est écrit, la demande qui a été exprimée par la commission Touraine-Bertrand, toute la demande globale des associations, c'est que l'on revienne à 5 ans. Et dans certains cas, et c'était le cas pour les obédiences maçonniques, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une révision annuelle sur les parties qui bougent, parce qu'il y a constamment des évolutions. Et donc, ce serait plus intelligent d'avoir une commission permanente et d'avoir tous les 5 ans, alors, une grande consultation populaire. Parce qu'on l'oublie souvent,
Sur cette révision de bioéthique ici, il y a eu une consultation populaire qui a duré près d'1 an. Et comme toujours, quand il y a une consultation populaire, ce n'est pas le citoyen qui réagit le plus souvent, ce sont les associations qui sont le plus concernées et qui sont contre souvent. Mais donc il y a eu une consultation populaire, il y a eu une très très large, presque plus d'1 année de travail à l'Assemblée nationale, de consultation des uns des autres, de consultations internationales, de rencontres, et la ministre a travaillé son texte qu'elle a proposé au débat. Donc, ça fait l'objet quand même. Donc, parfois, on reproche le côté un peu trop sur ce type de réforme. On dit, voilà, on nous plaque ça sur la tête, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas le cas ici, on en a beaucoup discuté. Mais pour moi, et c'est la position que nous avons prise entre obédience maçonnique, 7 ans, c'est trop long. C'est trop long. Il faut passer à 5 ans, mais ce n'est pas prévu dans le texte. Et la commission permanente n'est pas prévue dans le texte. Je vais peut-être ajouter un petit mot concernant la mécanique législative et ses décrets d'application. Une loi sans décret d'application ne vaut pas grand-chose. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il vaut mieux veiller à l'application des décrets d'application qu'au renouvellement régulier des lois. Et ce que nous avons évoqué ce soir concernant l'évolution des lois de bioéthique avec cette procréation médicalement assistée ouverte à des indications non médicales et à l'homoparentalité, les décrets d'application ne sont pas encore aboutis. Voilà, donc soyons maçonniquement vigilants pour veiller à la rédaction et peut-être même participer à la rédaction des décrets d'application. Correct ? D'autres questions ? Alors, oui, alors moi j'aurais peut-être entre-temps une petite question pour Roland Buga. Comment est-ce que le monde médical réagit à ces débats? Parce qu'on a parlé du monde maçonnique, on sait exactement ce qu'il en est, mais le monde médical, est-ce qu'il est unanime, partagé? Je tends le bras avec gourmandise pour prendre le micro. Alors, il est globalement plutôt conservateur. Et si on ne déclare pas en qualité de soignant au sens générique, être pour la défense de la vie, on est facilement apostat. C'est vrai pour le discours sur la fin de vie. Si on est trop favorable à la DMED, on est médicalement incorrect. Je réponds à peu près à votre question. Pour le début de la vie, le sujet était peut-être un peu différent, mais encore une fois, malgré tout, c'est l'évolution de la société qui prédomine ou prévaut sur l'utilisation de l'outil médical. Et de ce point de vue-là encore, je crois que le corps médical, pour parler de manière générique, est plutôt un petit peu équipé d'un frein à main. Vous comprenez ce que je dis ? Oh oui, alors on embraye, on vous écoute. Je suis un peu aphone, donc je m'excuse. C'est à vous, madame, que je vais poser la question, mais j'aimerais avoir une réponse du médecin. Il y a une réalisatrice belge qui s'appelle Marie Mandy, qui a réalisé un film sur l'utérus artificiel et qui s'appelle Lectogénèse et qui s'appelle l'utérus artificiel, le ventre de personne. Je crois que c'est une coproduction avec Arte, qui a un documentaire qui date de 2010. Je souhaiterais savoir si vous pouviez tous les deux apporter quelque chose là-dessus. C'est pas du, enfin, ça a été réellement, c'est un vrai documentaire. Elle en a fait plein d'autres, et je voulais avoir l'avis politique et l'avis médical là-dessus et sur sur les recherches qui sont menées. C'est une femme, je tiens à préciser, qui est à la tête de cette recherche. Voilà. Et il y a un très beau discours d'une anthropologue dans ce documentaire. Mais je n'ai pas vu le documentaire, donc, mais l'utérus artificiel fait partie des techniques et des évolutions de l'AMP. Il n'y a pas que la FIV. Je ne pense pas que ce soit, mais ça le médecin répondra, ce n'est pas techniquement aussi simple, même s'il y a si cela se fait, d'implanter un utérus dans le ventre, par exemple, d'une femme qui n'en a pas,
de faire grandir l'enfant, puis d'enlever l'utérus, parce qu'on ne peut pas le laisser. Il n'est pas, ou alors c'est une autre expérience en laboratoire ou à l'extérieur. Ça, je n'ai pas entendu parler en Belgique de ce type d'expérience à l'extérieur. Oui, d'accord. Donc, je dirais ce qui se pratique doucement, c'est l'implantation d'un utérus le temps d'une grossesse. Puis on enlève l'utérus. C'est pas une pratique courante, hein, mais ça existe. La création, et je vais revenir à la question de l'eugénisme. La création d'enfants nés en laboratoire dans des utérus. En fait, franchement, je n'en ai jamais entendu parler et je n'en ai jamais vu de pratique. Techniquement, c'est possible, mais ce n'est pas parce que techniquement c'est possible qu'on le fait. Parce que là, on entre dans un autre univers. Parce que jusqu'à présent, toutes les techniques dont on parle, l'enfant est en contact, il entend le cœur de celle qui le porte, il évolue dans un univers utérin, entre guillemets, naturel. Faire grandir des enfants dans un utérus artificiel en laboratoire, c'est pas du tout la même chose. Je ne connais aucune pratique en la matière parce que ça amène d'autres réflexions. Sur la question de l'eugénisme, il y a toujours des risques d'eugénisme, mais rien dans le texte tel qu'il est ici ne peut amener à l'eugénisme. Maintenant, dire qu'il y a des pays où l'on va choisir la couleur des yeux, le type d'enfant que l'on veut avoir, bien sûr. Mais en tout cas, je peux dire que le risque n'est pas inclus dans ce texte, donc il ne faut pas l'inventer. Ça ne se pratique pas, en tout cas dans l'Union européenne. Je ne connais aucun pays qui pratique ce type d'eugénisme. Alors, l'utérus artificiel, ça se fait, ça se pratique ? Alors, on est d'accord, il n'y a pas de catalogue pour choisir le géniteur. Hein ? Ça n'existe pas. Les bébés nés dans des utérus synthétiques et extracorporels, personnellement, je ne connais pas d'expérience. Sur le plan de la réalité de ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'ambiance amniotique et placentaire, j'ai quand même quelques inquiétudes. En d'autres termes, il vaut mieux naître dans le ventre de sa maman, quelle qu'elle soit, plutôt que de naître dans une couveuse artificielle, un utérus artificiel. D'autres questions, d'ultimes questions, j'allais dire, puisque nous nous orientons vers la fin de cette rencontre. Alors, c'est le moment ou jamais de poser votre question à nos deux invités, ma foi. Ah, eh bien, écoutez, on va vous écouter, bien sûr. On va vous passer le micro et on va vous écouter. Attendez de parler dans le micro parce qu'autrement, on ne vous entendra pas. Dans 10, 20, 30 ou 50 ans, avec les progrès de la médecine, on peut tout imaginer. Est-ce qu'une femme pourrait donner naissance à un animal ? C'est franchement pas nécessaire parce qu'on va les cloner, monsieur. Et de toute façon, l'homme est un animal. L'homme est un animal. Non, je ne pense pas qu'il y ait de zoophiles parmi nous. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir participé à cette rencontre. Merci à nos deux invités, Christiane Vienne et Roland Bugat. Bonne soirée, il y a encore quelques débats qui vous attendent.